De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Je sais que certaines personnes ne font qu'écouter les vidéos, elles ne les regardent pas. Et c'est parfait comme ça. Elles n'ont pas besoin d'être regardées la plupart du temps. Celle-ci va avoir un élément visuel au début. Donc, je vais inscrire le temps ici où vous pouvez sauter si ça ne vous intéresse pas. Ce n'est pas essentiel, ce n'est pas crucial, mais je vais quand même y faire référence. Et ça donne un peu le ton à cette vidéo qui va s'intituler « La danse de la vie ». Va-t-il danser? Ah, on va voir, on ne sait pas. Peut-être que je vais danser dans cette vidéo. En tout cas, on va parler de la danse, ça c'est sûr. Donc, oui, voici le temps où vous pouvez sauter si ça ne vous intéresse pas. Mais sinon, vous pouvez regarder le petit bout visuel. Et là ensuite, oui, ça serait tout à fait adéquat de passer au mode écoute. Et il n'y aura plus aucun besoin de regarder. Il n'y aura plus de référence visuelle. Donc, voilà. Bon visionnement pour la première section. Et ensuite, bonne écoute. Donc, ici, nous sommes devant les serres du Jardin botanique de Montréal où, croyez-le ou non, je ne suis jamais allé. Je me promène ici constamment. Je vois des touristes à longueur d'année y aller. Je ne suis jamais allé dans les serres moi-même. Donc, j'ai décidé de faire une vidéo qui, initialement, allait s'intituler « Un touriste dans sa propre ville ». Mais je sais que parfois le mot touriste a des connotations péjoratives, donc j'ai décidé d'appeler le concept un voyageur dans sa propre ville. Et nous pourrions même faire une expansion du concept et appeler ça un voyageur sur sa propre planète. Donc, allons-y, allons-y, visitons les serres du Jardin botanique de Montréal. Vous allez voir pourquoi j'ai voulu vous amener ici. Ici, on est devant la statue du frère Marie-Victorin. C'est lui qui a fondé le Jardin botanique. Et donc, c'est comme lorsqu'on est à l'insectarium avec Georges Brossard. On est un petit peu dans son rêve ici. Allô? Allô? Ouh. Ah, ça c'est celle-là qu'on voyait de dehors quand j'ai fait l'introduction.
la présentation. Oh, on est dans le désert, il y a des cactus. Oh, ça sent bon ici. Incroyable que je sois jamais venu ici. C'est juste à côté de chez nous. Juste à côté de chez nous. Je suis jamais venu. C'est fou. Ici, on est à la fin du parcours et donc au début où j'ai filmé l'introduction. Pourquoi j'ai voulu venir au Jardin botanique? À cause d'un de mes films préférés qui s'intitule en français L'éveil, Awakenings en anglais, et où le personnage principal, joué par Robin Williams, est un docteur qui donne une drogue à des patients qui dorment depuis 50 ans, dans certains cas. Pour d'autres, c'est moins longtemps, mais plusieurs décennies. Et là, ils se réveillent, ils doivent faire une sortie. Et il les amène au jardin botanique. Et là, il y a un des gardiens qui dit « Mais regarde, il s'emmerde. Il s'emmerde totalement. » Il dit « Ah ouais, tu penses qu'il s'ennuie? » Ah ouais, il s'emmerde. Pas qu'il s'ennuie, il s'emmerde totalement. Tiens, on pourrait aller ailleurs, on pourrait aller au musée de l'histoire naturelle ou à la maison de l'opéra. Le gardien va dire « Mais t'es fou, ça fait 50 ans qu'ils dorment. » Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent, et là on coupe à une scène de eux, où ils vont quoi? Ils vont danser. Ils vont danser. C'est ça qu'ils veulent faire, ça fait 50 ans qu'ils dorment. Ils veulent pas aller au jardin botanique. Ils veulent aller danser. Donc, allons-y. Allons danser. Et après, on revient chez moi pour en discuter. Bye bye. Donc, ici, on est dans le boisé, à côté du jardin chinois, où on se trouvait tout à l'heure, de l'autre côté. Et là, on va danser. On va danser, on va gambader dans les bois. Allons-y! Wouh! Oh, cet esprit. Il y a beaucoup de neige. Wouh! Ah, ça fait pomper le cœur. Ah, c'est comme de la sève qui va partout dans notre corps. Bon, nous voici de retour chez moi, bien au chaud. Non, je ne vais pas vous faire à croire que c'est la même journée. J'aurais pu, avec la magie du montage, vous faire croire, oui, oui, c'est la même journée. Mais ce n'est pas le cas. Je ne veux pas mentir sur la chaîne. J'essaie de représenter la réalité le plus fidèlement possible.
Mais ça, on va en parler dans cette vidéo, la représentation de la réalité. Est-ce possible de représenter fidèlement la réalité? Comment peut-on le faire? Ça va être un des thèmes. Il va y avoir beaucoup de thèmes dans cette vidéo. Donc, la journée où je suis allé dehors et au jardin botanique, c'était une très belle journée. Ça aurait été un crime, selon moi, de ne pas aller dehors. Mais aujourd'hui, c'est plutôt gris, il neige. C'est une journée idéale pour rester à l'intérieur. Je suis allé me baigner. Ce matin, il y a une piscine intérieure ici. Et là, si vous me demandez combien de longueur fais-tu, je ne connais pas la réponse. Ça va être un des thèmes de cette vidéo. Compter, mesurer. Au sens où je vais vous dire, oui, arrêtez de compter, arrêtez de mesurer. Nager, c'est tout. Pas besoin de mesurer ou de compter. C'est l'ennemi du reconditionnement. Mesurer, compter, compter quoi? Ah, il y a un cheveu ici. Je l'ai enlevé. Donc oui, ça va être un des thèmes qu'on va aborder. Les cheveux aussi, je peux vous parler de ça. J'ai vraiment besoin d'une coupe de cheveux. Wow! Dans la vidéo au jardin botanique, mes cheveux sont vraiment... Je ne vais pas utiliser un terme négatif, hein? C'est quelque chose. Il se passe quelque chose avec mes cheveux. Et ça, on peut en parler. Je me souviens, à un moment donné, j'écoutais une vidéo de Tanner Murtaugh. C'était à mes débuts. Je commençais à explorer le monde YouTube du reconditionnement de la douleur. Et là, il regardait la caméra et il disait « Ah, mon Dieu, j'ai besoin d'une coupe de cheveux. » Moi, je trouvais que ça rendait le message humain, dire des choses comme ça. Quel serait l'ennemi du reconditionnement de la douleur? Quelqu'un qui vient devant l'écran, appuie sur le bouton et là, vous crache 3-4 points. Voici ce que vous devez faire pour reconditionner votre douleur. Ping, ping, ping. Pip, 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 pip. Ça, c'est très froid, c'est très impersonnel. Et le reconditionnement de la douleur, c'est très personnel. Donc, lorsqu'il disait des trucs comme ça, moi, ça me rendait plus humain. Ah, j'ai besoin d'une coupe de cheveux. J'ai vraiment besoin d'une coupe de cheveux. Ça n'a plus de bon sens, surtout en arrière. Wow! Lui, il parlait beaucoup de sa vie personnelle et j'appréciais. Ce n'est pas absolument nécessaire. Dan Buglio en parlait moins, Jim Prusak encore moins. Je ne connais pas grand-chose sur Jim Prusak. À un moment donné, il disait qu'il était chez ses beaux-parents. Et donc, on devine qu'il est marié. Je ne connais pas grand-chose sur lui. Donc, ce n'est pas absolument nécessaire, mais moi, ça m'aidait grandement. Humaniser le processus. Parler des cheveux, oui. J'ai besoin d'une coupe de cheveux. Ça, on va en parler énormément dans cette vidéo. Parler de quoi? Parler de d'autres choses. De d'autres choses. Retourner au reconditionnement, mais là, aller vers un autre sujet. Et là, dans l'autre sujet, soudain, quelqu'un dit quelque chose. Et là, oh, on revient au reconditionnement. Et là, on est un petit peu dans le reconditionnement. Hop, on change de sujet. C'est une danse. Ah, et ça, n'est-ce pas le titre de la vidéo? La danse de la vie. C'est une danse. J'ai même dansé un peu. Ça, c'est autre chose. C'est très rare qu'il danse dans les chaînes de reconditionnement de la douleur. Et à mon avis, c'est une erreur. Il devrait danser plus. Il devrait danser dans les chaînes de reconditionnement. Prendre une gorgée. Donc, pourquoi ai-je décidé de vous amener au jardin botanique et là de danser dehors et à l'intérieur? Parce que ces temps-ci, je suis un peu, je pourrais dire fasciné, mais même obsédé avec le film Awakenings, 1990, qui s'appelle L'éveil en français. C'est avec Robin Williams qui interprète Oliver Sacks. Je parle beaucoup de Oliver Sacks récemment. Et Robert De Niro, qui joue un des patients, Leonard Lowe, mais
c'est une espèce de composition, ce patient. Je suis en train de lire le livre. Je ne vous recommande pas le livre 50 ans de sommeil. Ne lisez pas ce livre en plein reconditionnement. Très structurel. Et Leonard n'est pas vraiment une personne en particulier, c'est une composition de plusieurs personnes qui ont pris la drogue L-Dopa en 1969. Et ça va être ça le premier thème de cette vidéo. Moi, je considère, et ça c'est très rare, que, préparez-vous, on n'entend pas ça souvent. Le film est meilleur que le livre. Quoi? Le film est meilleur que le livre? Oui, 1000 fois meilleur. Ça parle de notre représentation de la réalité. Le livre, j'ose l'espérer, j'imagine, est plus fidèle, entre guillemets, à la réalité. Ils ont pris des libertés dans le film, mais lorsqu'on prend des libertés en art et qu'on distorsionne dans un sens, selon moi, ce n'est pas nécessairement un mensonge et on peut arriver à une vérité plus grande que par la simple énumération de faits. Est-ce que le film est fidèle exactement au livre? Non. Et donc, si ça avait été le cas, ça aurait été plus réaliste, entre guillemets, mais ils réussissent, je crois, dans le film à transcender le livre et à parler d'une vérité beaucoup plus profonde qu'une énumération des faits ne peut pas atteindre. Donc, je voulais explorer ce thème. J'y réfléchis souvent. Hein? Est-ce que ma représentation de mon processus est fidèle? Il y a des distorsions, des fois. Mais je ne crois pas que les distorsions soient nécessairement un problème. Elles sont nécessaires. Sinon, ça m'a pris entre 4 à 6 mois. On pourrait juste refaire tout mon reconditionnement scène par scène. Ça serait long. Ça serait long. Donc, dans le film, Robin Williams, qui interprète Oliver Sacks, est dans un hôpital pour les gens qui ont des problèmes chroniques. Et là, il y en a beaucoup qui sont paralysés et qui sont, oui, on pourrait le dire, endormis depuis des décennies. Ils ne bougent plus. Leonard Lowe, le personnage central, ne bouge plus. Il faut le nourrir, il faut le coucher chaque soir. Et là, Robin Williams lui donne une nouvelle drogue qui était pour le Parkinson, L-Dopa, et là, il se réveille. Il est endormi, on pourrait utiliser ce terme-là depuis des décennies, il se réveille. Et là, tout est merveilleux pour lui, ça fait des décennies qu'il dort, tout est fantastique. Il sort prendre une balade en voiture dans sa ville, c'est la même vieille ville que lorsqu'il était jeune. Là, tout a changé et tout est absolument émerveillant pour lui. Et c'est de ça dont je voulais parler dans la première section de la vidéo. À la fin de leur balade, Robin Williams l'amène au bord de la mer et là, lui, il décide, même s'il est habillé, d'aller dans l'eau. Robin dit « Non, non, je pense pas que l'hôpital est assuré pour ça. Qu'est-ce que tu fais? » Il dit « On s'en fout, on est en vie. » C'est le moment, c'est l'instant présent. Il faut saisir l'instant présent. Et là, il se met debout sur une roche et il sent le vent contre son visage et il nous semble en transe. C'est une transe pour lui, c'est une jouissance pure. Être en vie. Je suis en vie, je peux bouger, je peux déambuler. Et c'est ça l'image sur la pochette du film et sur la pochette du livre en français également, L'éveil, 50 ans de sommeil. Et moi, c'est une image que j'ai imprimée, j'ai gravée dans mon esprit. L'image de Leonard Lowe sur sa roche, qui vient de se réveiller après des décennies de paralysie. Et j'essaie, lorsque je sors de chez moi, de canaliser cet esprit, l'esprit de Leonard Lowe. Je sors de ma maison et je me dis, je viens de me réveiller. Je dors depuis des décennies et c'est la première fois que je sors dehors. Wow! Wow!
Wow! Et là, je vais dans l'eau, tout habillé. Et je me mets sur une roche, comme sur la couverture, comme sur la pochette. Et je jouis. Je jouis de la vie. Ouais. Et là, étant donné que ça a marché avec Leonard, Robin Williams donne la drogue L-Dopa aux autres patients qui ont la même condition. Et là, ils se réveillent tous. Et là, il doit faire une sortie. On veut les sortir de l'hôpital. Il ne faut pas rester à l'hôpital. Ça, c'est très important. Il se demande, où devrais-je les amener? Et lui, c'est quelqu'un de très intellectuel, timide, réservé. Et là, il décide de les amener à un de ses endroits préférés, le jardin botanique. Et là, il s'emmerde royalement. Il y a un des gardiens qui dit, pourquoi tu les as amenés ici? Il dit, c'est un de mes endroits préférés. Il dit, pourquoi? Pourquoi? Tu sais, on pourrait les amener au musée de l'histoire naturelle. Non! Des animaux comme ça, empaillés, qui ne peuvent pas bouger. La maison de l'opéra, peut-être. Et là, les gens sont découragés. C'est comme, non, non, ils viennent de se réveiller de décennies de sommeil. Ils veulent danser. Et là, on coupe. Et là, on entend une scène où, ça danse. Ils veulent danser, ils veulent bouger. On va parler beaucoup de danse dans cette vidéo. Hein? La vie. La danse de la vie. C'est extrêmement touchant à les voir. Et moi, ce que je vous dis pendant la première section de cette vidéo, c'est que ce serait utile d'essayer de canaliser cet état d'esprit. Lorsque vous sortez de chez vous, même chez vous, en général dans la vie, je viens de me réveiller après 50 ans de sommeil, de paralysie, et là, je peux bouger. Quel miracle que le mouvement. Le film est extrêmement triste. La drogue L-Dopa ne fonctionne qu'un certain temps. Et là, encore une fois, le film est un peu une mauvaise représentation. Il nous montre comme si dès qu'ils prennent la drogue, ils sont 100% corrects. Et là, tout d'un coup, ils sont de moins en moins corrects. Ce n'est pas le cas dans le livre. Hein? Dès le début où ils absorbent le L-Dopa, il y a des avantages, mais il y a des désavantages. Et là, c'est essayer de gérer les symptômes. Donc, c'est plus complexe, évidemment, dans le livre, mais c'est une métaphore, une allégorie, peu importe. Et là, les autres voient que Leonard commence à avoir des problèmes. Et ils se disent, ouf, parce que c'est lui le premier qui en a pris. Ça s'en vient pour nous aussi. Et là, les symptômes reviennent et ils redeviennent paralysés. C'est extrêmement triste comme film. Donc, pourquoi je vous en parle? Parce que justement, je ne veux pas, moi, dans la chaîne, sombrer dans la positivité toxique. Ce n'est pas ça le reconditionnement de la douleur, c'est faire l'expérience du spectre complet des émotions humaines. Donc oui, la joie de se réveiller pour la première fois depuis 50 ans. Oui, la joie de déambuler dans la ville. Oui, la joie de sauter dans l'eau, de monter sur une roche, de sentir le vent sur notre visage. Mais aussi la tristesse que tout ça ne dure qu'un bref instant. Et dans un sens, c'est une métaphore de notre vie. On vient d'arriver ici et on s'en va tous dans combien de temps? On ne sait pas, dans pas long. Ça ne dure pas longtemps. Donc, en profiter, c'est l'urgence de vivre. L'urgence de vivre, c'est ça le message fantastique de ce film. Oui, c'est triste, mais c'est tellement joyeux aussi. Cette image de Léonard qui se réveille. Et Robin Williams est extrêmement timide. Tout le long, il y a une garde malade, une infirmière qui lui demande, veux-tu aller prendre un café? Il dit, oh non, je suis occupé. Et là, il joue du piano, il lit des livres, tout seul chez lui. Il est très timide. Et à la fin du film, lorsque elle lui demande, encore une fois, hein, là, Leonard est paralysé à nouveau. Tout le monde est paralysé à nouveau. Elle lui demande, veux-tu venir prendre un café? Il dit, oh non, je suis occupé. Et là, il voit la photo de Leonard à son apogée, dans un sens, quand il était 100% réveillé. Et là, il lance son sarrau. Il lui crie par la fenêtre, j'arrive, oui, je vais prendre un café avec toi.
Hein? L'urgence de vivre. Vous êtes en vie, vous pouvez bouger, vous pouvez marcher. C'est un miracle. C'est un miracle. Et c'est fantastique. Je voulais parler de ça, la première section de cette vidéo. Et c'est ça qui m'a amené au thème d'être une espèce de voyageur dans sa propre ville. Moi, je marche souvent dans le parc Maisonneuve et dans le jardin botanique. Et je vois des touristes qui vont à l'insectarium, qui vont dans les serres du jardin botanique. Je n'étais jamais allé. Et pour moi, c'est un peu banal. Hein? Oh, le parc Maisonneuve, oh, le jardin botanique. J'y vais chaque jour. Eux, c'est des touristes, ils sont émerveillés. On le voit, là, ils prennent des photos. Tout est beau, tout est nouveau, tout est fantastique. Donc, c'est un peu ça qu'il faut canaliser, même si parfois c'est un mot péjoratif, je vais l'utiliser. L'énergie du touriste, pour qui tout est nouveau, tout est merveilleux. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'utiliser l'expression « un voyageur dans sa propre ville », mais au-delà de ça, au-delà de l'image du voyageur, du touriste, un voyageur sur sa propre planète, comme Leonard dans le film Awakenings. Pas juste dans notre propre ville, sur notre propre planète. Waouh, je viens de me réveiller et je m'en vais bientôt. Il faut saisir le jour, saisir le moment, comme un voyageur qui s'émerveille de choses que nous, citoyens de Montréal, on trouve banales. Je passe chaque jour devant l'insectarium. Je passe presque chaque jour où je prends ma marche devant les salles du jardin botanique. Je n'étais jamais allé. Je vais y aller, je vais être un touriste dans ma propre ville. Je suis très content d'être allé au jardin botanique et dans les serres du jardin botanique et à l'insectarium de Montréal. Je suis vraiment heureux d'être allé. Qu'est-ce qui a initié tout ça? Je discutais avec quelqu'un qui a des par courriel. On va parler de ça, courriel versus des sessions visio. Ça va être un des thèmes. Je parlais, je clavardais, j'écrivais avec quelqu'un récemment, et là, elle a des symptômes visuels. Et on parlait de focusser sur autre chose que les symptômes visuels, parce que quelqu'un recommandait ça dans une autre chaîne, de compter les gens avec des chandails rouges dans la ville. Et là, elle me disait, oui, j'essaie de compter les chandails, compter les pneus. Mais elle me disait, elle habite à Marseille, elle me disait, il n'y a pas grand-chose de fascinant dans la ville de Marseille. Alors là, je lui disais, mais mets-toi à ma place. Moi, je ne suis jamais allé à Marseille, donc si j'y allais, je serais un touriste. Et tout serait merveilleux, tout serait fantastique pour moi. Chaque rue serait, ah wow, j'ai jamais vu Marseille. Ça serait fascinant. Et là, elle m'a répondu, non, c'est ça, c'est vraiment, peut-être que là, vous n'allez pas être d'accord, et ça, c'est son goût à elle, elle a le droit. Elle dit, non, c'est ça vraiment, ça fait longtemps que j'habite là, et ce n'est pas une belle ville. Il n'y a pas assez de parcs, c'est sale, c'est pollué. La liste continuait comme ça, et elle ne semblait plus du tout apprécier Marseille. Donc, je suis très content que ça ait émergé. Parce que, on va parler de ça dans cette vidéo, le reconditionnement de la douleur est 3, l'approche cognitivo-comportementale, et là, l'autre aspect, le travail, ce qu'on pourrait appeler émotionnel profond, où les symptômes sont un message de votre organisme, un message hautement significatif. Donc, il peut toujours sembler avoir une contradiction là, quand on dit les symptômes sont une erreur du cerveau ou un message hautement significatif de votre organisme. N'est-ce pas une contradiction? On va l'explorer. Je lui disais, oui, ça peut être ça aussi, les symptômes. Elle a utilisé une expression intéressante, ras-le-bol. Elle en a ras-le-bol de Marseille. Qu'est-ce qui arrive quand on est au ras du bol? Il suffit d'une goutte et ça déborde. Excellente expression. Hein? Dr. Yo, elle parle du stress bucket, le bucket du stress qui est plein, presque plein. Là, il suffit d'une goutte. Donc, ras-le-bol de Marseille.
Et ça peut être ça, le reconditionnement. Ça peut être aussi changer de travail. Ça peut être déménager. J'en parle rarement. Ce n'est pas tout le monde qui est d'accord. Récemment, j'ai fait référence à une vidéo de Raylan Eagle. Et elle nous parle des grands noms dans le reconditionnement. John E. Sarno, Howard Schubiner, Alan Gordon. Connaissez-vous Alan Gordon? Nicole Sachs, Lisa Feldman Barrett, dont je parle souvent. Elle nomme ces noms-là. Elle nous parle comment leur approche peut être pareille, mais en quoi leur approche est différente, et comment on réconcilie les différences. Et là, dans cette liste-là, elle a lancé le nom de David Mickle. Je n'avais jamais entendu parler de lui. Elle le mettait dans la même liste, la même ligue même. Hein? C'est un peu des... C'est des grands noms là, dans le reconditionnement. Et là, elle lançait son nom, David Mickle, dans la même liste. Je suis allé voir le message de David. Et lui, il nous dit, on se fout du cerveau. Vraiment, le réentraînement du cerveau, oubliez ça, on s'en fout. C'est des émotions. C'est émotionnel, les symptômes, et les symptômes sont toujours un message hautement significatif. Donc ça, c'est son message à lui. Et ce n'est pas toujours ça, mais il explore beaucoup l'ennui, le roll-ball, quand on commence à s'ennuyer. Ça peut vraiment être souvent ça, les symptômes, surtout dans la vie moderne. Et là, il y a des gens qui aiment ça, travailler dans des bureaux, et qui n'aimeraient pas travailler dehors, et vice-versa. Mais moi, je vais utiliser cette image parce que, pour moi, travailler dans un bureau, c'est la mort de l'âme. Et ça, c'est moi. Je suis sûr qu'il y a des personnes qui trouvent leur compte. Je vais parler de mon écran. Donc, moi, si je décide d'aller travailler dans un bureau pendant 8 heures par jour, il est fort possible que je développe des symptômes. Et là, ça ne sera pas une erreur du cerveau. Lorsque je vous dis qu'il ne faut pas prédire les symptômes, anticiper, suis-je en train de les prédire? Suis-je en train de les anticiper en disant « si je travaille 8 heures par jour dans un bureau, je vais avoir des symptômes ». Je ne crois pas. Ce n'est pas une erreur du cerveau. Là. Ça va être un message profond de mon organisme. Tu t'emmerdes. Tu t'ennuies. Ton âme est en train de mourir. Et là, je veux vraiment mettre l'emphase sur le cas que ce n'est pas le cas de tout le monde. Mettre l'emphase sur le fait que ce n'est pas le cas de tout le monde. Certains aiment travailler dans des bureaux et n'aimeraient pas du tout travailler dehors. Moi, j'ai besoin, souvent, je réalise, de travailler dehors, bouger au soleil, au vent, aux intempéries même. Ça, c'est moi. Donc, les symptômes, ça peut être ça. Et j'hésite souvent à en parler, ça, parce que c'est le gagne-pain. Changer d'emploi, déménager, changer. Ça coûte cher des fois. C'est des gros changements dans la vie. Et j'essaie d'en parler, mais là, ça émerge ici, donc je voulais en parler. Et ça peut être ça aussi, les symptômes, comme nous dit David Mickle. Je crois qu'il a raison. Ce n'est pas le portrait complet. Lorsqu'on a été exposé au message de tous ces gens, on peut avoir une espèce de portrait complet. Johnny Sarno, Howard Schubiner, Alan Gordon, Nicole Sachs, Lisa Feldman Barrett, David Mickle. C'est une partie du puzzle, David Mickle. Oui, ça se peut que vous vous emmerdez, vous vous ennuyez. Ça peut être ça, les symptômes. Quand vous êtes tanné, comme on dit au Québec, vous en avez marre. Pas nécessairement, mais ça se peut. Donc là, pour la prochaine section du vidéo, je veux explorer la différence entre interagir en courriel et interagir en visio, en visionnement. Je vais lire un échange que j'ai eu récemment avec quelqu'un. C'était un premier échange, donc c'est toujours très intéressant. Et il est juste de la bonne longueur et il représente bien une première interaction que je peux avoir avec quelqu'un. Donc, lisons. On va apprendre des choses. Bonjour. Merci pour vos vidéos et votre soutien. J'ai une question. Car vos vidéos et le livre d'Alan Gordon parlent souvent de l'exposition progressive pour la douleur du corps, le dos, les genoux, le pied, le bras, etc. Les évitements et l'exposition progressive concernent donc en général bien souvent des activités physiques. Vous abordez moins d'autres types de douleurs,
lorsque l'on souffre de migraines et de douleurs ophtalmiques, par exemple? Qu'en est-il de l'exposition progressive? Je vous donne un exemple. Je souffre de migraines et douleurs ophtalmiques qui sont surtout déclenchées lors d'un effort mental dans le cadre de discussions ou conversations longues, dans le cadre personnel, mais surtout professionnel. En effet, je travaille à longueur de journée avec des patients car je suis psychologue. Et l'autre personne aussi qui habitait à Marseille est psychologue. Beaucoup d'histoires de succès avec des psychologues et quelque chose qu'on entend souvent, c'est l'ironie, c'est que je suis psychologue. Et selon moi, ce n'est pas ironique du tout. On ne nous apprend pas ces choses-là. C'est nouveau. C'est nouveau. Et moi, je crois que c'est excellent, les symptômes. Prenons quelqu'un, par exemple, qui travaille au centre de Alan Gordon. Elle n'a pas eu de symptômes pendant des années et elle aidait les gens à sortir de leurs symptômes chroniques. Même si ça s'appelle le Pain Psychology Center, ils nous disent que elle nous disait 65% des gens, ce n'est pas la douleur. Et donc, ils viennent me voir, je les aide. Et là, tout d'un coup, après 4 ans, elle a eu des symptômes. Et au lieu de voir ça comme quelque chose de négatif, ça l'a grandement aidé à aider les gens, justement, passer à travers un épisode de symptômes. Donc ça, c'est crucial dans le processus. Comment vous voyez les symptômes? Comme quelque chose d'adverse, d'irritant dont vous voulez vous débarrasser ou comme une occasion d'apprendre? Elle s'appelle Vanessa Blackstone, c'est comme ça qu'elle a vu ça. Une occasion d'apprendre. Elle a été heureuse d'avoir cet épisode de symptômes. Certaines personnes ne pourraient pas aimer ça. Hein? Oh, mon coach a des symptômes. C'est paniquant, c'est peu rassurant. Elle a eu un épisode et ça l'a aidé dans sa pratique. Ça l'a aidé à aider les gens. Donc, on peut voir ça vraiment comme quelque chose qui nous rend service, qui nous permet d'approfondir, selon moi. Mais au-delà de ça, c'est comment je vois les symptômes. Comme quelque chose d'irritant dont je veux me débarrasser ou comme quelque chose d'utile dans ma vie, qui peut m'apprendre des choses. Question de perspective, ça va totalement changer sur votre relation avec les symptômes. Et Vanessa, elle nous dit qu'elle a apprécié son épisode, ça l'a aidé à aider les gens. Et donc, ce n'est pas une ironie, selon moi, d'être un psychologue et avoir des symptômes. Et je dirais même que ça peut aider. Et là, au-delà de psychologue, oui, ça peut aider en général. Moi, ça m'a grandement aidé à développer des symptômes. En effet, même si je n'étais pas psychologue. Comment faire de l'exposition progressive? Car le déclencheur n'est donc pas une activité physique, mais une activité mentale et cérébrale. Ce que je veux dire, c'est que l'exposition ne peut pas toujours être progressive, notamment dans le cadre professionnel. Cela me met donc un doute sur la possibilité d'évolution de ces migraines, si l'exposition progressive n'est pas possible. Pensez-vous que ces douleurs puissent tout de même évoluer, même si l'exposition progressive n'est pas possible? Sinon, cela me demanderait de réduire, voire d'arrêter mon activité professionnelle. On va en parler, ça. En mettant le cerveau dans des messages de sécurité et de confiance. Je vous remercie pour votre éclairage et votre expérience. Bonne journée. Donc, voici un message typique, oui, un peu typique de ce que je reçois. Et là, voici ma réponse. Et là, j'ai choisi celui-ci parce que c'est quelqu'un de nouveau, donc c'est bref. Si vous commencez à interagir plus avec moi, je peux vraiment vous écrire des longs courriels, comme certaines personnes peuvent en témoigner, comme l'autre personne qui habite à Marseille. Je peux vraiment là, me lancer dans des longs courriels. Presque aussi long que mes vidéos récentes. Donc voici une réponse typique. C'est moi qui écris ici. Bonjour, première question. Combien de mes vidéos avez-vous vu à peu près? Je parle fréquemment de migraines, surtout récemment. La personne à l'origine de la technique que j'utilise se nomme John E. Sarno. Il souffrait de migraines ophtalmiques avec aura. Il en parle dans son livre « Le meilleur antidouleur, c'est votre cerveau ». La migraine est à l'origine de ces découvertes dans un sens. Je ne suis pas d'accord avec tout ce que dit Sarno, mais c'est un des pionniers de la technique. Selon moi, c'est comme Freud en psychologie, même si on n'est pas d'accord avec tout ce qu'il dit, c'est important de le connaître. Les choses ont beaucoup évolué depuis Sarno. Howard Schubiner s'est grandement inspiré de lui et Schubiner a grandement influencé Alan Gordon et ainsi de suite. Selon moi, il y a 2 branches au reconditionnement de la douleur pour simplifier les choses ou le reconditionnement des symptômes neuroplastiques. Le cognitivo-comportemental,
le travail émotionnel profond. Dans le travail cognitivo-comportemental, je recommande le livre Désapprendre la migraine de Arturo Goicoechea. Selon moi, le symptôme individuel n'est pas important. On peut remplacer le mot migraine par d'autres symptômes et vice-versa. Donc, le livre de Arturo est excellent. Il parle de syndrome de côlon irritable, il parle de fibromyalgie. Mais même s'il n'en parlait pas, on n'a qu'à remplacer migraine par votre symptôme, c'est tout. Mais initialement, les gens trouvent cela rassurant d'entendre parler de leurs symptômes particuliers. Arturo Goicoechea est superficiel, selon moi. Mais ça peut être un bon début. Surtout si on veut garder les choses simples et ne pas impliquer le travail émotionnel, entre guillemets. Je parle à une autre psychologue qui considère qu'elle a déjà fait le travail émotionnel et donc elle veut rester dans le cognitivo-comportemental. Moi, je respecte ça, les gens, où vous voulez rester. On va essayer d'aller plus loin ici, mais ça, c'est pas pour tout le monde, c'est ça. Ça dépend des gens, ça dépend des gens. Maintenant, le livre de Howard Schubiner est intitulé « Unlearn Your Pain », « Désapprendre la douleur ». Donc là, c'est plus général que « Désapprendre la migraine ». Il n'est pas disponible en français. Deuxième question importante, parlez-vous anglais? Il y a beaucoup plus de matériel en anglais qu'en français. Le livre de Schubiner parle de tous les symptômes et inclut le travail émotionnel, contrairement à Goicoechea. Donc voici 2 bonnes questions d'introduction pour que je comprenne où vous en êtes. Je vais inclure certaines de mes vidéos où je parle de la migraine. Il y a désapprendre la migraine, désapprendre les symptômes. Oui, je sais, elles sont relativement courtes. Oui, je sais, mes vidéos deviennent de plus en plus longues. Avez-vous le temps de regarder tout ça? Après plus de 330 vidéos, j'essaie d'aller plus loin, de me renouveler. Avez-vous écouté Dan Buglio? Ses vidéos sont courtes et répètent la même chose depuis des années. Je ne crois pas que je vais être capable de faire cela. Peut-être qu'un jour, je vais comprendre la sagesse de Dan. Il faut rassurer les gens quotidiennement dans des vidéos de 7 à 15 minutes. Moi, maintenant, je crois que long, c'est mieux. Je préfère, ce que je vous recommande, j'aimerais mieux écouter une longue vidéo que plusieurs petites. Ça envoie un meilleur message à notre cerveau, à notre système nerveux. On a moins tendance à zapper, à cliquer, à aller voir d'autres choses. On s'installe avec la personne qu'à travers les vidéos, on commence à connaître de plus en plus. Avez-vous l'impression de commencer à me connaître un peu? Je l'espère un peu, car c'est ça le but, que ça devienne un peu comme personnel. Voici des vidéos très récentes et très longues où je parle de migraine. Celle-ci, elle peut sembler longue, mais on peut la commencer à 15 minutes. Le médium et la métaphore. Alors là, vraiment, même je lis des extraits de Siddhartha dans celui-là. On va reparler de ça dans cette vidéo-ci. Les 3 points les plus importants. Donc là, je ne sais pas si vous allez comprendre mes messages subtils. J'ai une vidéo qui s'appelle « Les 3 points les plus importants » et j'ai une vidéo qui s'appelle « Une très longue vidéo complètement inutile ». Donc là, je ne sais pas laquelle est la plus importante. Je sais quand même que les titres peuvent vous donner une indication. Dans la dernière vidéo numéro 5, une très longue vidéo complètement inutile, je lis le chapitre 13 du livre « Migraine » de Oliver Sacks presque dans son entièreté. Chapitre 13, « Approche psychologique de la migraine ». Je considère que ce chapitre est absolument intéressant et fascinant. Et encore une fois, on peut remplacer le mot migraine par d'autres symptômes et ça fonctionne. Je ne recommande pas le livre dans son entièreté durant le reconditionnement. C'est un traité intéressant sur l'approche psychosomatique de la migraine. On y discute Franz Alexander, entre autres, qui est aussi exploré par Sarno, surtout dans son livre « The Divided Mind ». Mais là, nous entrons dans le travail émotionnel profond. Voici sa réponse à elle. Bonjour, tout d'abord, merci sincèrement pour votre réponse si complète et d'avoir pris ce temps. J'ai regardé plusieurs de vos vidéos, parfois longues, effectivement. J'ai entendu quelques notions sur la migraine, mais je n'ai pas encore pu explorer tout votre contenu pour le moment. Je vais donc le faire progressivement. J'aurais pu attendre d'avoir exploré davantage votre contenu avant l'envoi de mon mail. Non, pas besoin. Mais parfois, l'impatience prend le dessus. Oui, ça c'est vrai, hein, l'impatience. De quoi? De se débarrasser des symptômes. On va explorer ça. J'ai lu le livre de Sarno, Le meilleur antidouleur, c'est votre cerveau. J'ai également lu le livre d'Alan Gordon, traduit en français, et je trouve que le tracking somatique est un très bel outil.
Sinon, malheureusement, je ne suis pas bilingue et ne peux donc traduire l'anglais. Je le fais sur YouTube avec la traduction automatique, approximative mais néanmoins utile tout de même. Je ne pourrais donc pas lire le livre de Schubiner. On va explorer qu'il y a une façon de le lire. Par ailleurs, j'écoute aussi Dan Buglio. Effectivement, ce format court quotidien permet parfois de ne pas se sentir seul face aux symptômes, même si autant de contenu peut parfois devenir anxiogène. Ça, c'est vrai. Il faut savoir trouver le juste milieu. En effet, oui. C'est très important. Je vous remercie donc pour le lien que vous m'avez envoyé. C'est très aimable à vous et je vais prendre le temps de les écouter. On se sent souvent seul à travailler dans son coin chez soi, mais l'ensemble de ces ressources permettent malgré tout de se sentir compris et moins seul. Merci pour ça, bien à vous. Là, c'est moi qui réponds. Aucun problème. Oui, je recommande fortement Désapprendre la migraine de Arturo Goicoechea. Ce livre est disponible en français. J'en ai un autre de lui, Migraine, un cauchemar cérébral. Je vais l'envoyer, mais avertissement, c'est un livre de l'espagnol traduit avec le programme DeepL Pro. Donc, on peut traduire les livres avec DeepL Pro, mais ici, je voulais parler du fait que je ne l'ai jamais fait moi-même. C'est quelqu'un qui m'a envoyé ce livre, déjà traduit. Elle semblait dire que c'était relativement facile. Mais là, il y a quelqu'un d'autre qui a essayé et elle a eu beaucoup de difficultés. Surtout que c'était un livre épais et là, il faut le faire en plusieurs sections. Donc, peut-être que ce n'est pas aussi facile que je l'ai laissé croire. Et moi, je n'ai pas fait ça, donc je voulais donner cet avertissement, que ça se peut que DeepL Pro soit un peu plus difficile à manœuvrer que je l'ai laissé entendre. Donc, désolé. Mais ça existe. Surtout si vous êtes bon en informatique. Il y a DeepL Pro pour traduire les livres. Mais les transitions de pages ne sont pas très bonnes. Des fois, c'est comme s'il manque des mots. En plus, la personne qui a traduit le livre dit qu'elle l'a trouvé moins bon que Désapprendre la migraine. Selon elle, le format interview avec un patient fictif est énervant et en plus, il est très condescendant envers la patiente fictive. Je suis d'accord. Migraine, un cauchemar cérébral, je peux vous l'envoyer. C'est moins bon que Désapprendre la migraine qui est disponible. On ne nommera pas de plateforme particulière pour pas faire de publicité. Oui, ça fait un bout maintenant que j'ai éliminé les symptômes de la fibromyalgie et que j'ai approfondi mes connaissances dans le sujet. L'aspect le plus complexe est, c'est ça qu'on explore ici, l'erreur du cerveau en mode danger versus un message profond de mon organisme. Ça peut changer l'approche complètement. Voici un exemple avec cette affirmation. Sinon, cela me demanderait de réduire, voire d'arrêter mon activité professionnelle. Du côté cognitivo-comportemental, comme avec Goicoechea, ce serait la pire chose à faire. La pire chose à faire. Selon lui, c'est ça l'exposition. Si on croit que le chocolat déclenche la migraine, il faut en manger. Si on croit que c'est la lumière, il faut s'exposer. Si on croit que c'est des longues conversations, il faut continuer à en avoir. Sinon, c'est de l'évitement et l'évitement renforce les symptômes. Alan Gordon a un message plus subtil, si vous êtes au courant par rapport à ça. Moi, je suis un peu extrême avec l'évitement. On évite l'évitement. Lui, il ne l'évite pas complètement, l'évitement. Sinon, c'est de l'évitement. Ça renforce les symptômes parce qu'on apprend ou on confirme à notre cerveau que ces choses sont dangereuses, alors qu'elles ne le sont pas. Donc, c'est ça l'exposition. Par contre, comme nous l'apprend Alan Gordon dans le chapitre 7 de son livre, il faut perdre l'habitude de l'état d'alerte et changer les comportements qui nous mettent en état d'alerte. Donc là, il va y avoir une liste. Éviter de consulter son téléphone avant le travail. On se réveille, est-ce que vous prenez votre téléphone immédiatement? Mauvais pour le système nerveux. Hein? Ça prend des espaces de relaxation dans la journée, des espaces. De l'espace. Éviter de consulter son téléphone avant le travail. Se lever un peu plus tôt pour ne pas être pressé. Il n'y a pas de presse. Il n'y a pas d'urgence. Se ménager des pauses entre les rendez-vous autant que possible, etc. Ou peut-être, oui, prendre moins de rendez-vous. Booker moins de rendez-vous. Mais là, ça devient complexe. Est-ce que c'est de l'évitement? Ou est-ce que j'écoute le message profond de mon organisme qui me dit de ralentir?
c'est un des aspects les plus difficiles, selon moi, dans le processus. Comme il l'apprend à Rachel, qui souffrait de migraines. À la personne à qui il dit de faire toutes ces choses, c'était les migraines, elle, qu'elle avait. Ceci nous mène à l'aspect le plus profond du processus. Ça va beaucoup plus loin que juste arrêter de consulter son téléphone avant le travail. La question devient, suis-je aligné avec moi-même? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ce travail? Ceci n'est jamais abordé par les gens comme Gordon ou Goey Koikea, qui s'est beaucoup inspiré de Lorimer Moseley. Lui, c'est comme Gordon, c'est l'erreur du cerveau. Goey Koikea et Moseley sont encore plus à l'extrême que Gordon dans le reconditionnement étroit. C'est l'erreur du cerveau, pas besoin d'impliquer les émotions. Ça n'a aucun rapport selon eux. Pour eux, c'est simplement une erreur du cerveau qu'il faut corriger. Mais voici la question. Pourquoi mon cerveau a fait cette erreur et pas mon voisin? Ah ah! Si vous voulez aller plus loin, c'est la question de base. OK, oui, une erreur du cerveau, mais pourquoi mon cerveau a fait cette erreur? Donc voilà, oui, en effet, trop de contenu peut être anxiogène. Il faut trouver son propre rythme, le juste milieu. Il n'y a aucune presse. Donc oui, on peut regarder de longues vidéos. On peut prendre son temps. Il n'y a aucune presse. La presse augmente l'état d'alerte. Ça prendra le temps que ça prend. Aucune presse. Les symptômes ne sont pas dangereux. Qu'est-ce que ça change combien de temps ils restent s'ils ne sont pas dangereux? C'est pas dangereux. Ça peut rester aussi longtemps que ça veut. Donc, j'aimais cet échange. Je le trouvais typique et représentatif. Et je voulais m'en servir pour aborder ce point. Oui, ça peut être intéressant de communiquer avec moi par courriel, mais là, avec ce courriel-là, on vient vraiment d'atteindre la limite, selon moi, de ce qui peut être exploré dans un courriel sans qu'il y ait une session visuelle avec la personne. Et là, qu'on puisse voir ce qu'il en est. Et là, je ne dis pas que c'est son cas à elle du tout, à cette personne-là, mais il se peut que ça soit plus profond qu'une erreur du cerveau. Et là, c'est ça qu'il faut voir. Est-ce que la personne est tannée en bon québécois, fatiguée? Est-ce qu'elle en a marre? Peut-être qu'elle en a marre d'écouter des gens toute la journée. Ça se peut, ça. Et là, ça, c'est pas une erreur du cerveau, c'est un message profond, hautement significatif de mon organisme. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, oui, une interaction dans une session visio, des fois, c'est assez. Juste que je vous parle, je vois la personne, ça me donne déjà une meilleure idée de ce qui se passe. Mais ça, vous n'avez pas besoin, hein? Vraiment, moi, j'ai interagi avec personne durant le reconditionnement à la douleur. J'ai regardé les vidéos gratuites. J'ai jamais même envoyé un courriel. J'ai envoyé un courriel à Tyler Murtaugh pour lui demander de faire de la thérapie avec lui. Et là, lui, il est en Alberta, il n'avait pas le droit de le faire avec moi au Québec. Je n'ai jamais communiqué avec eux jusqu'à ce que j'ai fait une histoire de succès. Donc, c'est possible. Peut-être que vous n'avez même pas besoin d'écrire de courriel. Et si vous m'écrivez un courriel, peut-être vous n'avez pas besoin de faire une session visio. Mais, là, avec ce courriel-là, je sens, moi, c'est ça, on a atteint la limite. Et au-delà de ça, ça reste des espèces de banalités génériques et je ne sais pas ce qui se passe précisément. Donc, je voulais aborder ça dans cette vidéo. Et là, c'est ça, cette autre personne qui habite à Marseille. Elle veut seulement faire le cognitivo-comportemental, mais ça nous a mené à une discussion sur la ville qui est sale. Et là, peut-être que c'est le temps de déménager. Et ça, c'est controversé. Ça, Dan Buglio explore pas ça du tout. Lui, selon lui, on peut reconditionner, à moins que vous soyez dans une relation toxique ou dans un emploi vraiment toxique. C'est les seuls cas, quand c'est extrême comme ça, il va vous dire oui, peut-être il faut déménager, peut-être il faut changer de travail, peut-être il faut sortir de la relation. Sinon, lui, il semble dire on peut reconditionner nos symptômes n'importe où. Pas besoin de rien changer. Ce avec quoi David Mickle ne serait pas d'accord.
Hmm? Donc, il y a eu une demande spéciale dans un des courriels. Moi, je lui disais, je serais fasciné d'aller voir Marseille. Là, je lui disais, moi, j'aime beaucoup Marcel Pagnol, hein, la trilogie marseillaise et ses romans. J'ai adoré les romans de Marcel Pagnol. Je lui disais, moi-même, des fois, j'essaie d'imiter l'accent. Aïe, aïe, aïe. Et là, il me disait, ah ouais, j'aimerais ça t'entendre essayer d'imiter l'accent. Et donc, ça y est, je vais essayer. Je ne suis pas un acteur. Mais c'est ça le reconditionnement, c'est plus ça, il faut s'amuser, il faut essayer des choses. C'est pas juste parler des symptômes, parler des livres, parler de ci, parler de ça. On parle de Marcel Pagnol. Hein? Son père dit, Marcel, bonhomère, ce n'est pas parce que tu vas à la chasse avec ton père que tu peux te permettre de faire des folies. Voilà, j'ai essayé d'imiter l'accent de Marcel Pagnol. Bonhomère, Marcel, écoute ton père, arrête de faire les folies. Écoute ton père, Marcel. Bonne mère. Donc, ça y est, ça c'est Marcel Pagnol. J'aime Marcel Pagnol, mais moi, évidemment, mon préféré, c'est Marcel Proust. Avez-vous déjà lu Marcel Proust? J'ai déjà dit à quelqu'un qui ne parlait pas français, ça vaudrait la peine pour toi d'apprendre le français juste pour lire du Marcel Proust. Est-ce vrai, ça? Est-ce que j'exagérais? Sûrement. Mais quand on parle déjà le français, oui, Marcel Proust, c'est un trésor de la langue. Moi, je l'ai déjà lu, je l'ai déjà, La recherche du temps perdu, je l'ai déjà écouté en livre audio, lu par des grands acteurs qu'on connaît très bien, comme Lambert Wilson, par exemple. Ah, ces étés que je passais à Combray, à lire du Bergotte, et plus tard, ceux que je passais sur la plage à Balbec, à admirer les tableaux d'Elstir, qui me firent une plus grande impression, je dois l'admettre, que le jeu de la Berma. Même moins grande sans doute que cette petite phrase, cette petite phrase dans la sonate de Vinteuil, et qui vint à symboliser pour M. Swann son amour pour Odette, qui était à cette époque, rappelons-le nous, c'était une vraie cocotte. Allez hop, c'était une vraie cocotte. Hein, Odette de Crécy va se marier avec Swann, qui plus tard deviendra Madame de Forcheville. Pourquoi tu nous parles de Marcel Pagnol et de Marcel Proust? C'est pas ça, on parle d'autres choses. D'autres choses. Donc là, on parle de la limite du courriel. Oui, j'ai eu des rencontres. J'ai eu des sessions récemment. Des fois, c'est intéressant la vie. Hein. Des fois, il n'y a personne qui communique avec moi pendant des longues périodes. J'ouvre mes courriels, il n'y a rien. Et là, j'arrête de les regarder. Et là, j'ouvre, et là, tout d'un coup, il y en a plein. Je dis, ah, ok, ça fait longtemps. Et non, c'est tout dans la même journée. 3-4 personnes. C'est ça la vie, on dirait. Hein? C'est comme le juste milieu est si difficile à établir. On dirait que c'est toujours trop ou pas assez. Ah, c'est comme des vagues. Trop, pas assez, trop, pas assez. On est rarement au milieu, là. The sweet spot, comme disent les Anglais. Le milieu sucré, hein, au cas où tout est aligné. C'est très rare qu'on y est. C'est comme la bicyclette. Ah, un petit peu trop de ce côté, un petit peu trop de l'autre côté. Et là, tout d'un coup, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent. Et moi, ce que je peux vous dire, si vous m'écrivez un courriel, c'est que je mets beaucoup de réflexion dans mes courriels. Ce n'est pas des réponses rapides, génériques. Je médite longuement là-dessus. Et des fois, il faut faire des sessions visio aussi. Là, j'en ai eu plusieurs récemment, dont une avec une dame anglophone qui est une vraie éponge. Elle, je lui parle d'un livre. Et là, la semaine d'après, 2 semaines plus tard, elle l'a lu. Et là, on en discute. Et donc, j'ai parlé avec elle pendant 3 heures hier. Et elle a lu ce livre, Siddhartha de Hermann Hesse. Et donc, je voulais aborder ce thème.
Si, dans une session de 3 heures, on ne faisait que parler de Siddhartha, ça serait complètement absurde. Hein, il n'aurait qu'à se joindre à un club de lecture. Mais selon moi, si on ne fait que parler du reconditionnement, des symptômes neuroplastiques, du travail TMS, ça n'envoie pas le bon message au cerveau et au système nerveux. C'est une danse. On va revenir sur le thème de la danse. Donc, on parle, et là, le roman émerge dans la conversation. On parle un peu du roman. Là, ça a dit quelque chose, ça amène des points intéressants. On revient au reconditionnement. Et là, on parle du reconditionnement. Ça commence un petit peu à parler trop des symptômes, de ci, de ça. On revient au roman, on revient à un autre thème. On danse, comme ça pivote de gauche à droite. Et elle comprend vraiment bien ce concept, je trouve. C'est vraiment des sessions là, bien équilibrées. Pas trop d'emphase sur le travail TMS, mais pas trop. Ce serait absurde de parler pendant 3 heures du roman. Juste à se joindre à un club de lecture. Mais moi, je trouve que ça serait absurde de parler pendant 3 heures du travail TMS. Il faut, dans un sens, parler de la vie. Peut-être même, comme avec elle, de la spiritualité. Ça, ce n'est pas pour tout le monde, mais sinon de la vie en général. C'est important, selon moi. Peut-être pas pour tout le monde, mais je suis peut-être pas confortable à dire la plupart des gens, pour beaucoup de gens, il faut que la discussion aille plus large que le reconditionnement des symptômes neuroplastiques. Donc, elle a ce qui s'appelle en anglais Burning Mouth Syndrome. Et ça, c'est intéressant. On peut mettre ici le nom d'une interview entre Lena Champier et Howard Schubiner. Et lui, il nous dit que, en tant que docteur, ça fait longtemps qu'il est docteur, et pendant un long moment, il ne voyait jamais ça, Burning Mouth Syndrome, un syndrome de la bouche qui brûle. C'est relativement récent. Et ça, c'est comme des modes. Les symptômes sont des modes, comme les vêtements. Je suis en train de lire ce livre. From Paralysis to Fatigue, A History of Psychosomatic Symptoms in the Modern Era. Psychosomatic Illness in the Modern Era. Lui, il retrace tout ça, à quel point c'est des modes, les symptômes. Certaines époques, certaines cultures donnent naissance à certains symptômes. Et moi, j'utilise ce mot-là pour d'autres choses. Je dirais même que l'art, la musique, par exemple, la musique est un symptôme de son époque. La musique qu'on entend actuellement est un symptôme de notre culture, de notre époque. Et donc, j'espère que vous me voyez venir. Ça va être redondant, mais je vais le dire. Les symptômes sont des symptômes de notre époque. Si j'avais été élevé dans une tribu qui habite dans la jungle, je n'aurais jamais développé de fibromyalgie. J'aurais eu peut-être d'autres sortes de troubles, mais pas ça. C'est typique, la fibromyalgie, vraiment de notre civilisation actuelle, de notre époque. Et donc oui, les symptômes sont des modes dans ce sens-là. Souvent, on utilise le terme contagion sociale. Et même Cardin Rabin nous dit que qu'est-ce qui est encore plus puissant que la contagion sociale, c'est la contagion familiale. Quand il y a des syndromes ou des trucs comme ça qui sont dans notre famille, on imite les gens dans notre société, mais encore plus les gens dans notre famille. Donc, on a exploré tout ça. C'était une rencontre très intéressante. Siddhartha, lui, à un moment donné, son fils vient le voir. Et là, tout d'un coup, elle me parle de son fils. On a fait plusieurs sessions ensemble. On n'avait jamais parlé de son fils. Ah, le fils émerge. Et là, elle aimerait bien aller le voir pour cet été à Esalen. Moi, j'aime bien l'Institut Esalen. Beaucoup de gens intéressants fréquentent cet institut. Et elle a dit, mais j'ai peur à cause de ma bouche. Oh, et là, boum, hein, on était dans Siddhartha, là, boum, on est en plein reconditionnement de la douleur. Elle a peur de faire le voyage pour aller rejoindre son fils en Californie à cause de sa bouche. Donc, on danse, on alterne entre le roman, le reconditionnement, le roman, tout ça, et d'autres thèmes. Donc, c'est fascinant. C'est fascinant. Je parlais avec quelqu'un d'autre. Elle, c'est des maux de tête.
sans rentrer dans les étiquettes comme céphalée de tension. Elle a mal à la tête, elle a mal au cou. Et là, elle a pris sa retraite. Et elle a eu 4 semaines sans symptômes à la retraite. Mais là, il y a la mère qui doit être placée peut-être en foyer et là, ou dans différents niveaux de foyer, différents niveaux d'indépendance. Et là, elle a la difficulté à ouvrir les pots. Et là, on dit, il faudrait que tu ailles dans un autre endroit. Elle ne veut pas y aller. Et migraine, quand elle revient de Gatineau, migraine. Ou céphalée de tension, maux de tête, en tout cas. Les gens qui sont vraiment là, dans ce... Non, migraine, c'est pas céphalée de tension, c'est pas migraine. Maux de tête. Moi, c'est la même chose. Ma mère, en ce moment, il a fallu qu'il place ma grand-mère dans une résidence, un foyer. Et souvent, quand elle revient de Québec, j'en ai déjà parlé, hein, migraine. Maux de tête, on ferme les rideaux. Là, on ne va pas aller dans d'autres thèmes, mais oui, d'autres thèmes, c'est ça, les petites les petites accroches de la vie. Et là, il y a des symptômes qui émergent. Et elle est allée en vacances au Costa Rica pendant un mois pour sa retraite. Et là, souvent, les vacances déclenchent des symptômes. Ça, c'est toujours intéressant. Et là, elle faisait de la tyrolienne, parce qu'on est accroché à un câble. Et là, il fallait qu'elle mette son cou comme ça. Et là, en arrivant au bout, ça donne un choc. Moi, j'étais beaucoup dans ce genre de réflexion-là. Ah oui, c'est quand je mets ma tête comme ça, quand je mets mon cou comme ça. Ah, si j'avais un choc, là, ça me crée une douleur, j'avais mal le reste de la journée et c'est comme si j'étais dans l'après-choc tout le reste de la journée. Ah, c'était le choc, c'est le choc. Ah, c'est le fait que j'ai mis mon cou comme ça, c'est le choc. Et ça, vraiment, dans le reconditionnement à la gloire, sortir de ça. Ça, c'est dans le structurel. Ce n'est pas structurel. Il faut vraiment sortir de ça, cette mentalité-là. Et les 2 personnes à qui j'ai parlé dans les 2 derniers jours, eux, un thème qui revenait, c'était l'hypervigilance. Pas juste avec les symptômes, juste l'hypervigilance en général. Mesurer, compter. Hein, cette personne-là au Costa Rica me disait qu'il faut qu'elle fasse 10 000 pas par jour. Qui a dit ça, 10 000 pas par jour? Moi, mon conseil, ça serait vraiment, ne comptez plus vos pas. Marchez. Et là, elle a une montre qui calcule. Moi, j'aime beaucoup Maggie Sterling. Elle dit qu'elle avait ça, elle avait un bidule comme ça qui calculait tout dans son corps. Les pulsions, les battements du cœur, tout ça, la pression artérielle. Elle calculait tout ça. Elle a dit qu'il a fallu qu'elle se débarrasse de ça. C'est l'ennemi du reconditionnement. Mesurer, calculer. Surtout le temps. Ça revient tout le temps. Ça fait combien de temps je suis en symptômes? Dans combien de temps ça va finir? Mesurer, c'est vraiment l'ennemi du reconditionnement. Mesurer, compter, ça c'est hyper-vigilance. L'autre dame avec la bouche, elle, c'est l'hyper-vigilance par rapport à la nourriture. Parce que les gens qui ont Burning Mouth Syndrome, souvent, ça goûte mauvais, la nourriture, ça goûte métallique. C'est pas seulement qu'ils ont mal, c'est un goût métallique. Elle a eu un grand moment. Elle parlait avec quelqu'un qui avait Burning Mouth Syndrome et là, la personne lui disait « Ah oui, quand je me suis fait baptiser, c'est une chrétienne, elle s'était fait baptiser récemment, elle dit « Quand j'ai été à mon goûter, le repas après le baptême, c'était la première fois depuis longtemps que je goûtais à la nourriture et ça goûtait bon. Ça goûtait bon. » Elle dit « J'avais pas mal à la bouche, ça goûtait bon. » Parce qu'elle venait de se faire baptiser. Tirez-en vos propres conclusions. Si vous écoutez ma chaîne depuis longtemps, qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient de se faire baptiser. Et là, pour la première fois depuis longtemps, la nourriture goûte bon. Et cette dame aussi, elle a eu un grand moment cette semaine où elle s'est fait un sandwich qu'elle considérait pas santé. C'était un peu une espèce d'indulgence. Elle a dit « Ah, c'est pas bon pour la santé, je vais me manger pareil. » Et là, elle a apprécié son sandwich pour la première fois depuis longtemps. Elle a arrêté de penser à ses dents, à sa bouche qui brûle, au goût. Elle a juste apprécié le sandwich. Donc, on a mis beaucoup d'emphase là-dessus. Moi, je dis mettre beaucoup d'emphase sur les victoires. Les victoires, célébrer les petites victoires.
Le reconditionnement de la douleur, si on fait des métaphores sportives, c'est pas des coups de circuit, si on prend le baseball, des grand slams, des grands chelems. C'est vraiment des petites victoires qui s'accumulent comme ça. Goûter un sandwich pour la première fois, sans se préoccuper, est-ce que c'est super bon pour la santé? Moi, je dis oui. On s'assure évidemment de ne pas manger des choses qui sont mauvaises pour la santé. On ne mange pas des Big Mac puis des Whoppers. Mais vraiment baisser l'hypervigilance avec la nourriture, avec la santé, calculer nos battements cardiaques, la pulsion, combien de pas je fais. Moi, je suis allé nager aujourd'hui pour ramener les choses au début. J'ai pas compté les longueurs. Je compte pas mes pas. Je n'ai aucune idée combien de pas je fais dans une journée. Je marche. C'est tout. Je marche. Je ne compte pas. Je ne compte pas. Donc, ça fait déjà 1 heure. Je vais essayer de faire une conclusion avec tout ça. Est-ce que je vous recommande le livre Awakenings, l'éveil, 50 ans de sommeil de Oliver Sacks? Absolument pas. Ne lisez pas ce livre. Est-ce que je vous recommande le film? Oui. Mais c'est triste. Et c'est ça le reconditionnement à la douleur. Je ne veux pas, moi, sombrer dans la positivité. Ça fait bizarre de dire ça, sombrer dans la positivité toxique. Je veux présenter le tableau complet. Et la vie, c'est triste. Mais c'est joyeux aussi. Moi, c'est un film qui m'a grandement aidé. Quand je me promène dans la rue, je m'imagine comme Leonard. Je viens de me réveiller. J'étais paralysé depuis des décennies. Là, je peux marcher dans la rue, regarder, sentir le soleil sur ma peau, le vent. Il y a une scène là, où il sent le vent. Là. Oh mon Dieu, il a l'air en jouissance. C'est quand la dernière fois vous avez joui du vent? On est trop habitués, c'est ça. Et là, il y a une scène où il dit à Robin Williams, regardez vos journaux, regardez vos nouvelles, négatif, 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 juste du négatif. Vous avez oublié comment vivre. C'est fantastique, tout est merveilleux. Vous êtes là, je sais pas, je suis habitué, c'est plate, je m'en fous. Tout est horrible, c'est la guerre, c'est la pollution. C'est la fin du monde, en fait. Hein? Négatif, négatif, vous êtes dans le négatif. Tout est fantastique, on vient d'arriver, on s'en va bientôt. Embrassez la vie. Embrassez la vie. C'est un film qui m'a absolument mis en transe. J'y pense souvent. Dans la rue, là, je me mets à la place de Leonard. Mais c'est un film triste. Il y a beaucoup de gens en reconditionnement qui ont besoin de se remonter le moral un peu. Donc, je voulais parler d'un autre film. J'ai regardé L'éveil, Awakenings, avec ma voisine. Elle était extrêmement émue. Je ne sais pas si elle a pleuré. Souvent, une fois, c'est moi qui choisis le film. Et là, la prochaine fois, c'est elle qui choisit l'autre film. Et donc, cette semaine, elle m'a fait regarder un film qui s'intitule, je vais mettre dans l'écran, Encore. Non pas E-N-C-O-R-E, mais bien E-N espace C-O-R-P-S. C'est un jeu de mots, c'est un film de Cédric Klapisch. Encore. C'est l'histoire d'une danseuse de ballet classique. Et là, attention, il y a des spoilers là, dans tout ça. Moi, ça ne me dérange pas. Moi, j'aime ça regarder les films à plusieurs reprises. Donc, je connais déjà l'histoire, c'est pas un problème. Mais je trouve que c'est plus riche dans la deuxième, troisième écoute parce qu'on connaît l'histoire. Là, on peut voir les subtilités. Donc, elle voit son copain, un autre danseur de ballet, embrasser quelqu'un juste avant d'entrer en scène. Donc, c'est émotionnel, même si c'est structurel. Et là, elle se blesse à la cheville. Et là, il y a un docteur qui lui dit, tu vas probablement avoir besoin de chirurgie et tu ne danseras, peut-être même que tu ne danseras plus jamais. La docteure lui dit ça. Elle est complètement découragée. Mais elle a un kiné qui est fantastique et qui lui dit, qu'est-ce que les docteurs savent? Qu'est-ce qu'ils en savent? Ils ne savent pas. Et là, elle essaie de se réorienter, elle essaie de trouver un autre emploi qui l'amène à être en exposition avec une troupe de danse moderne.
Ah, on y vient, le titre de la vidéo, la danse de la vie. Et elle se met à la danse moderne et elle guérit de façon absolument fulgurante. Tout le monde est impressionné. Des fois, elle boite encore un peu et là, le kiné lui dit « C'est pas parce qu'on boite que c'est pour des raisons physiologiques. Des fois, on boite par habitude. C'est pas parce qu'on a mal que c'est encore abîmé. Des fois, le mal, c'est la peur. » Wow! Donc, encore de Cédric Lapiche, un grand film sur le reconditionnement de la douleur, des symptômes neuroplastiques. Je vous recommande chaudement ce film. Oui, l'éveil, Awakening, c'est triste. Ça, c'est juste vraiment positif, je trouve. Je vous recommande grandement ce film. Et là, ce qu'elle réalise, justement, et là, ça rejoint un des thèmes centraux de cette vidéo, c'est qu'elle n'aimait plus le ballet classique. C'est très rigide. Et même un des thèmes centraux du reconditionnement, une espèce de culte au perfectionnisme. C'est la perfection, hein, la ballerine. Et là, elle se retrouve vraiment mieux elle-même dans la danse moderne. On est plus, utilise le terme anglais grounded, on est plus au sol, on est plus dans les vibrations primaires de la terre. Hein. Elle danse et elle réalise qu'elle n'était pas dans la bonne branche. C'est ça. Donc, c'est pas nécessairement une réorientation professionnelle totale. Hein? Sortir de la danse. Elle était passionnée par la danse, mais pivoter peut-être du ballet classique vers la danse moderne. C'est peut-être ça la douleur. Si elle avait essayé de retourner au ballet classique avec la rigidité, le perfectionnisme, aurait-elle pu éliminer la douleur, point ou aussi rapidement? Et là, c'est une fiction, ce film-là, mais ça aborde vraiment des thèmes centraux. Le message du film, c'est que la douleur est un signal pour changer de branche. Hein? Danse moderne. Danse moderne. Pas ballet. Et là, son amie, elle aime le ballet. Elle a le droit. Hein? Elle ne se reconnaissait plus dans le ballet. Elle va vers la danse moderne. C'est un film extrêmement touchant et émouvant aussi. À la fin, son père, qui est vraiment un bureaucrate, il ne sait pas trop comment être avec les danseurs, il la voit là, donner une performance de danse moderne et il est extrêmement ému. Et là, on voit la petite fille, tout le chemin qu'elle a fait dans la vie. Et moi, j'ai pleuré. J'ai vraiment pleuré en regardant ce film. Et ma voisine, elle m'a conté une histoire à la fin du film et je vais faire la conclusion de cette vidéo avec cette histoire. Elle m'a dit que lorsqu'elle était jeune, si elle pleurait, des taches rouges apparaissaient sur sa peau. Elle m'a expliqué pourquoi. Et donc, elle n'aimait pas ça devant les autres enfants, avoir les taches rouges, donc elle s'empêchait de pleurer. De plus en plus, je lui parle du reconditionnement de la douleur, de Sarno et de tout ça. Donc, elle a pris une habitude dans sa vie de refouler, réprimer la tristesse. Elle ne veut pas pleurer. Et là, à la fin du film, elle sentait la tristesse monter et elle a essayé un peu de refouler. Et là, elle a commencé à avoir une de ses migraines ophtalmiques. Elle a commencé à avoir un petit peu un début de mal de yeux. Et là, elle a dit, elle a comme laissé le truc monter et le mal de tête, le mal de yeux est parti. Wow! Et une des personnes à qui j'ai fait une session, c'est ça qu'elle me disait. Souvent, elle a plein de cas d'exception. Souvent, lorsqu'elle pleure, ça s'en va. Donc, des fois, elle dit, des fois, j'essaie de me faire pleurer artificiellement. Non, non, ça marche pas. Aïe, aïe, aïe. On veut tellement se débarrasser des symptômes. Hein? Êtes-vous capable d'accueillir, être avec vos émotions, la tristesse, la joie, évidemment, mais aussi la tristesse, la colère, la honte. Arrêtez de refouler, de réprimer. C'est intéressant, c'est fascinant. Je viens de finir ma tasse de thé et donc c'est la fin de cette vidéo intitulée La danse de la vie. Moi, je danse.
je danse fréquemment, je sais pas, je danse parfois. Surtout ces temps-ci, je l'ai déjà dit en écoutant Closing Time de Leonard Cohen. Un choix étrange. Donc, je vais vous laisser avec... j'ai déjà dansé pour la vidéo, mais je vais vous laisser avec une danse. Je ne sais pas encore quelle chanson je vais choisir. Je vais essayer de choisir une chanson qui n'a pas de droit d'auteur. Ça va être ça le critère. Et je ne suis pas un bon danseur, hein. C'est pas grave. On s'exprime, c'est tout. On laisse le corps s'exprimer. Et ça, c'est qu'est-ce qui est beau dans la danse. Le but de la danse, c'est justement qu'il n'y a pas de but. Hein? C'est pas d'arriver à un point A à un point B. S'il fallait sur le plancher arriver d'un point A à un point B, on marcherait en ligne droite. Le but de la danse, ce n'est pas d'arriver d'un point A à un point B. Il n'y a pas de but, c'est juste bouger sans compter, sans mesurer. Et c'est comme ça qu'il faut vivre sa vie. C'est comme ça qu'il faut faire l'expérience de la danse de la vie. Sans mesurer, sans compter, en laissant les choses couler. Couler. Donc, c'est 1h11. Wow. Un de mes amis, quand j'étais jeune, disait il y a quelqu'un qui pense à toi. 1h11. Donc, d'ici la prochaine vidéo, oui, je devrais m'avoir fait couper les cheveux. Là, ça n'a plus de bon sens, là, cette coupe de cheveux. Des fois, les gens me disent que je ressemble à Einstein. Et là, si vous écoutiez la vidéo, peut-être que c'est le temps de regarder de quoi mes cheveux ont l'air. Et oui, peut-être même regarder ma petite danse finale. Wouh! Donc, j'espère que cette vidéo a été utile. Est-ce que vous dansez? Si vous dansez, est-ce que vous mesurez? Est-ce que vous comptez? J'espère que non. J'espère que vous pouvez arrêter de mesurer, arrêter de compter pour le reste de votre vie aussi. J'espère que vous pouvez de plus en plus faire l'expérience de ce que j'appelle, oui, la danse de la vie. Bye bye. Allez, on danse là. On danse. On s'amuse.